Hello tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je fais un live vite fait ce soir puisque j'étais en train de regarder quelques lives sur TikTok justement par rapport au communal. Et mais bon, apparemment il y aurait beaucoup de monde et donc du coup on n'a pas pu intervenir et puis je me suis dit mais qu'est-ce que tu te fais chier finalement à vouloir parler sur d'autres lives alors que t'as ta chaîne, alors que toi t'es juste dans une logique de partage. Et apparemment, pour d'autres, t'es pas forcément la bienvenue, sans citer de nom, mais c'est pas grave, y a pas de souci, l'ami. Donc je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas ça alors que t'as déjà ta chaîne et quoi. Donc voilà, fais-le et puis c'est tout. Donc je voulais revenir en spécial communal. S'il y a des personnes qui veulent parler, donc elles sont bienvenues. Je voulais parler, donc demain c'est le vote, c'est le jour de vote obligatoire en Belgique. Donc pour les Belges. Et les non-belges les non-belges, je ne sais pas si vous pouvez voter. Il me semble que oui. Euh, pour les communales. Les communales. Et notamment, je voulais parler surtout de Bruxelles, puisque bon, moi je suis une ancienne bruxelloise, mais j'y suis tout le temps, parce que j'habite à la périphérie. Et donc il y avait le dossier du logement qui était abordé, et je trouve très important d'aborder, tout comme la sécurité. Il y avait le logement, la sécurité, l'enseignement. Bien qu'il y ait les prérogatives, il y a les prérogatives qui sont régionales au niveau de l'enseignement quant au programme, à l'intérieur même des problématiques qu'il y a dans le, c'est-à-dire au niveau communal, et on voulait parler aussi des parkings. Parce qu'apparemment, ça a été donné aussi comme une prérogative aux régions, la gestion des parkings, alors que quand même, les citoyens payent des impôts et se garent dans leur commune pour rentrer chez eux tout simplement. Et c'est pas normal qu'ils aient des sommes astronomiques à payer en termes de parking qui vont dans des sociétés privées et qui sont en fait des sous-traitants au niveau de la commune. Et ça, c'est pas acceptable. Surtout quand on voit que finalement, on parlait de beaucoup d'essayer de trouver des solutions en termes de logement, des diminutions de taxes ou de cadastres. Ça serait bien aussi que les politiques en tant que tels et tous les agents communaux et tous les fonctionnaires et notamment le bourgmestre descendent leur traitement, leur salaire. Parce que quand j'ai entendu que par exemple le bourgmestre de Schaerbeek veut s'augmenter pour que son traitement, son salaire aille à 180 000 euros, c'est une aberration. Tout simplement parce maintenant la loi sous l'interdiction de cumul de postes est interdite. Donc en fait, il faudrait jusqu'à combien de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros les gaver, je dis bien les gaver, pour qu'ils soient rassasiés et qu'ils arrêtent de ponctionner les citoyens jusqu'aux os. Je suis une ancienne scarbécoise. J'étais aussi à Auluet, mais je connais très bien la commune de Scarbeck. Et je suis sidérée. Et donc, par rapport à des partis, vous savez très bien, moi, mes positions, ne serait-ce que par rapport à l'Evras, puisque vous me connaissez en tant que militante pour qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle dans les écoles au niveau maternel et primaire. Il faut voir aussi par rapport au pacte de l'excellence au niveau de la FIE, mais ça, ce sont des prérogatives purement régionales. Quant au fédéral, l'obligation scolaire revue à la baisse pour que ce soit à l'âge de 3 ans au lieu de 5 est mis sur la table. Et même maintenant, on va dire, on va se concentrer que sur les communales, parce que j'ai rencontré justement au marché, au marché d'Aï ce mardi dernier beaucoup de politiques donc qui veulent faire campagne. Il me disait oui mais maintenant c'est pas le moment. Je dis non non, faut qu'on parle de cela. Oui mais comprenez, on fait campagne. Oui vous faites campagne, mais vous faites campagne pour qui? À part pour votre pomme, mais au sein d'un parti avec une philosophie bien particulière et qui a une stratégie globale, que ce soit fédérale, communale et régionale, et qui sont alignés sur un certain ADN. Et donc là, bizarrement, on n'a pas le temps parce que là, on doit faire des voix.
Donc moi, je suis ni pour le PS ni pour le MR, bien que bon, j'ai découvert des gens très intéressants à l'intérieur. C'est pas pour autant que j'adhère à la politique du parti, contrairement à ceux qui se disent les représenter et qui veulent me rassurer. Comme je dis humainement, c'est des gens très intéressants, mais qui me disent mais t'inquiète pas, Radia, t'inquiète pas, Radia. Oui, mais nous aussi, on est là et puis on va changer les choses de l'intérieur. Mon œil, ça fait 10 ans que ça n'a pas été changé. C'est pas toi, petit rigolo, qui a quelques années à l'intérieur, même des mois ou un petit genou qui va révolutionner l'ADN d'un parti. L'ADN d'un parti. C'est d'abord là pour ta pomme, pour essayer de faire changer les choses à un niveau dit local, notamment par rapport au communal, mais tu vas être bouffé par la masse de l'ADN même du parti. Donc je ne vous cache pas que moi, personnellement, Fouad Haïdar, je le soutiens, d'accord? Je ne connais pas toutes les personnes qui viennent le rejoindre. Notamment, je trouve qu'il y a des gens très intéressants et très viables. Et la seule excuse que l'on donne, en fait, non, on l'aime pas, ou soi-disant il serait communautaire. Mais en fait, qui fait du communautarisme? À part ceux qui vous vendent du rêve et qui veulent ramasser, et vous ramasser tous à la louche, et puis avoir finalement une politique néocoloniale avec vous du 21e siècle, qui vous font des promesses matin, midi, soir, et qui, quand vous devez justement vous la ramener, bien qu'ayant été élu, on vous dit chut, va à ta niche, parce que il y en a beaucoup. Mais comme le traitement et le salaire il est bien, Bobby il va à sa niche, parce que il crache pas sur 5 000, 6 000 euros mensuels. Il va à sa niche et il fait ce que lui demande hein, l'ADN du parti, hein, le, les vrais décideurs en interne au niveau du parti. D'accord? Puisque la ligne du parti, quand tu signes la charte, t'adhères aux valeurs du dit parti. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'inquiète, il n'y a pas de problème, mais tu vas te faire rattraper par la ligne directrice interne du parti. Tu crois que tu vas faire ton beurre comme ça et que tu vas faire changer les choses de l'intérieur? Je n'y crois pas. Soit tu repars sur du neuf avec un programme neuf, pas gangréné par toute la politique qu'on a eue pendant 30-40 ans par les partis traditionnels, où finalement les partis traditionnels sont là, comme la dynastie hein, de Dallas, hein, de père en fils, on se les distribue en mode héréditaire. Moreau, ouais, moi, Molenbeek, moi, père et fille, hein, catastrophe la fille. Hein. Le père, je sais pas si c'était si génial que ça non plus. Ouais, on est des blancs, on va bien vous représenter, hein. Ouais, les amis, alors que la majorité, ce sont des musulmans, des étrangers, bien qu'il y ait aussi beaucoup de Belges, et il y en a pas un seul qui décide à l'intérieur. Mais on est toujours avec cette politique, même je fais de la critique en interne, un peu néocolonial. Lui, il est blanc, entre guillemets, il est chez lui, il connaît mieux la politique, il connaît mieux les chiffres. Chez nous, il y a que des tricheurs. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Mais dans la psyché, dans le truc collectif, là, dans la mémoire collective, il y a de ça. D'accord? Lui, il parle mieux, d'accord, il parle bien. Sa fille, elle parle bien, mais elle a ruiné la commune, il me semble, non? Elle n'a respecté personne. Il y a, il y a, il y a une, il y a une liste comme ça citoyenne Molenbeek Anders qui a l'air d'être très intéressante. Molenbeek autrement. Il y a une liste comme ça citoyenne Molenbeek Anders qui a l'air d'être très intéressante. Molenbeek autrement, qui a l'air d'être très intéressante. Il y a tout à dire. Donc, moi, je dis pour aucun parti parce que j'ai découvert des personnes très intéressantes un peu de partout, des listes citoyennes qui se présentent. Mais moi, je voudrais vous parler de cela. Donc, quand est-ce qu'il y aurait assez de maturité et qu'on arrête de nous sortir? Alors, par exemple, moi, j'ai fait par exemple des reproches en interne à Monsieur Haidar. Je lui ai dit personnellement, je trouve que dans ta liste, il y a que des musulmans. Il y a trop de musulmans.
Et il m'a dit, écoute, c'est pas que je veux pas qu'il y ait que des musulmans, c'est que les gens ne veulent pas venir vers nous parce qu'ils croient justement qu'on les éjecte alors qu'on a des personnes très remarquables qui sont pas musulmanes et qui nous soutiennent. Mais c'est pas vers nous, c'est eux finalement qui nous communautarisent et qui nous assignent à cette place-là, alors que nous on n'a pas dit ça dans notre programme. Mais il est clair que oui, on défend les intérêts aussi des musulmans parce qu'on estime que tous les partis dans lesquels on fait partie ne nous ont jamais représentés. Et que ce soit Voreut, que ce soit Au vent que du rêve. Alors, l'histoire du voile de la femme musulmane, finalement, c'est une bataille de chiffonniers. Et c'est là où on tire en fait la ficelle et le curseur. Alors que quand même, j'estime que on est, nous sommes des citoyennes à part entière et pas totalement à part. Et faire ce jeu-là, finalement, au niveau électoral, je trouve ça un peu pourri. Déjà, il y a ça, il y a beaucoup de choses dont on devrait parler, vraiment très importantes, tel le logement. J'avais proposé ça, mais moi je fais pas partie d'un parti politique, bien que j'ai été à un moment donné candidate aux européennes pour la liste citoyenne, collectif citoyen. Je suis, je suis, je suis loin de tout ça. Je suis repartie dans mon secteur associatif dans le secteur associatif avec le Cercle de la Boétie et tous les projets qu'on a. Mais concrètement, logement, pourquoi il n'y a pas une loi au mètre carré comme en France par exemple? Ça, ça va, ça va, ça va, je pense, aider beaucoup de personnes. Euh, euh, une loi au mètre carré, ça évitera justement la spéculation de beaucoup de propriétaires, mais c'est aussi au niveau communal. On arrête enfin au communal ou au niveau régional, on arrête de taxer les propriétaires avec un cadastre énorme qui font que ben ils doivent se mettre comment dire à jour et à niveau sur sur plein de sur plein d'exigences dites urbanistiques ou quoi et qui n'ont pas forcément les moyens, donc du coup ils louent à des prix des fois chers par rapport à la salubrité même du logement. Et donc, ils pourraient faire un partenariat et proposer, par exemple, des politiques qui disent, OK, euh, vous avez le droit jusqu'à un certain montant en fonction de votre logement. Vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil de demande de loyer. Mais si vous décidez de le descendre de 25-30% pour aider justement les personnes qui veulent louer, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'engage à quoi? Bon, il y a le principe des AIS, mais ça, c'est encore autre chose. On s'engage à faire quoi? À vous réparer, enfin à le rendre salubre déjà. C'est bien parce que c'est un gain aussi pour le propriétaire. Si on a une politique beaucoup plus au niveau communal et régional, beaucoup plus macro, mieux que micro, ça serait déjà bien. C'est-à-dire nous, on s'engage à rénover ce qu'il y a à rénover à l'intérieur au niveau communal. En contrepartie, on vous descend le revenu cadastral, enfin les taxes cadastrales, mais en contrepartie, le loyer il dépasse pas une certaine somme, et là on loge plein de gens. Et automatiquement, vous allez gagner autrement au niveau des autorités publiques que de dire oui, il faut qu'on achète un terrain, il faut qu'on ait les infrastructures, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci. Alors régler l'habitat qu'il y a d'existant et aider les propriétaires à avoir toujours comment dire des appartes, de l'immobilier viable aux normes et bien, tout en poussant à une politique justement de location qui font baisser les loyers pour que justement les futurs locataires et les familles puissent y habiter, sans qu'on en arrive à en avoir des gentrifications où on laisse pourrir des quartiers et ensuite on a des investisseurs qui les arrangent et qui finalement les louent 2 fois plus cher qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années en arrière. Et en fait, ça pousse toutes les familles avec enfants à aller dans la périphérie de Bruxelles. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop cher. Et donc voilà, ça c'est des solutions. Ça c'est des solutions concrètes. Et les premières solutions concrètes, c'est de descendre les traitements des fonctionnaires d'État, et notamment aussi bien des députés, des pensions en or qui se font sur le dos des citoyens. Et il n'y a pas de parachute une fois que tu as terminé ton mandat. Ta pension, c'est ta pension de base, et ça s'arrête là. En fonction de ce que tu as cotisé, c'est pas une pension à vie. Parce que tu as gagné plus que la majorité
des citoyens justement en termes de cotisation et de pension, et ben ta pension, il est légitime qu'on la raccourcisse puisque tu as gagné beaucoup pendant que tu étais en fonction. Il n'y a pas de raison que tu aies une retraite en or puisque tu pouvais déjà te cotiser suffisamment pendant que tu étais dans ton traitement pour te mettre suffisamment d'argent de côté pour justement te faire une retraite en or. Il n'y a pas de raison qu'on te paye doublement, cher politique, des retraites notamment. Il y a ça à mettre sur la table. Il y a encore quoi à mettre sur la table? Il y a le fait de mettre la transparence au niveau salarial. Il me semble que le MR était contre la transparence de l'état des lieux et du patrimoine et des salaires et des mandats que les personnes avaient. Donc ça aussi, on est en mesure de réclamer tout cela. Et au niveau communal, la salubrité, les rues propres, les poubelles, les parkings moins chers, dans les écoles, l'insalubrité des bâtiments, tout ça, c'est un budget qu'on attend en général de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, au niveau infrastructurel et instructionnel, n'honore pas ce qu'elle a à honorer, mais qui s'occupe notamment de l'Evras, qui s'est déboursé 6 millions d'euros, juste pour nous faire de l'Evras et de l'éducation sexuelle en maternelle et primaire, notamment. La prévention, on a toujours connu ça. L'Evras, il n'existe pas depuis 50 ans et encore moins sous cette forme que l'on connaît présentement. Et tout fonctionnait bien avant 2012. Ça a commencé à dégénérer, sauf que on s'est étonné des grosses manifestations qui ont été faites par plein de parents, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu les entendre pendant les 10 ans et on a essayé d'étouffer l'affaire. Donc il y a de ça, et il y a eu énormément de débordements, d'atteintes à la pudeur sur des jeunes mineurs en milieu scolaire par des infirmières, par comment dire, les agents d'ASBL qui venaient, et notamment par le planning familial, les fédérations de planning familial, et qui ont justement la main mise sur cela. Donc au lieu de s'occuper de l'éducation sexuelle de nos enfants, ça serait bien qu'on mise le paquet pour mettre l'argent dans les infrastructures, et qu'on fasse le nécessaire au niveau des traitements, comment dire, de paiement des professeurs pour justement les motiver, qu'ils aient une meilleure formation. Et quand on parle de FIE et de pacte de l'excellence, et qu'on finalement on a envie de transférer l'éducation et les VRAS et tout ça sexuel, même pour que des professeurs le fassent, on n'est pas d'accord, et on nous intègre dans le cadre de la FIE, de l'EVRAS, dans toutes les matières. On n'a pas besoin de se faire gangréner par tout ça. Les professeurs de maths, il a besoin de faire des mathématiques. Le professeur de français a besoin de faire du français. Et qu'on arrête de leur alourdir les tâches au niveau administratif. Et que ce travail soit fait en amont par justement les personnes de l'inspection académique. Et qu'elle n'ait pas et qu'on fasse, quitte à faire des postes intermédiaires pour des personnes qui ne s'occupent que de l'administratif, d'accord, qui ne s'occupent que de l'administratif, et que les professeurs puissent se concentrer sur la matière pure et dure au niveau instructionnel, de manière à ce que tous les enfants puissent avoir une instruction égale et digne, et en fonction aussi de leurs besoins. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, un instant, je vais juste inviter les personnes que ça pourrait donc intéresser. Et si vous voulez monter, vous pouvez monter. Mais déjà, je vous donne quelques pistes et puis on peut toujours en discuter. Donc voilà. Donc on pourrait parler pendant des heures de tout ça. J'ai suffisamment parlé de l'éducation sexuelle. On sait très bien que ça, c'est la prérogative au niveau régional. Au niveau fédéral, on va vouloir, au niveau de l'éducation, mettre l'école obligatoire à 3 ans, justement pour être sûr et certain que de l'autre. Et on va utiliser une fois de plus avec le PS et le MR qui sont pour que l'école devienne obligatoire à 3 ans, l'écolo, tout ça. Pourquoi? Parce que au niveau du lobbying, c'est le CAL qui préconise ça depuis bien longtemps. Il y a plein de choses à dire. Oui. Donc voilà. Donc on pourrait dire
un instant. Qui est là. Donc. Donc voilà, je vais pas rester énormément. Si vous voulez intervenir, vous pouvez venir intervenir par rapport à la question. Que ce soit au niveau des communales, au niveau du logement, parler du logement, on parlait de la sécurité par rapport à la délinquance. Dans les rues, on expliquait que il n'y avait pas assez d'effectifs de policiers ou des fois que c'était trop violent. J'ai regardé tout à l'heure les indices quant à la criminalité. On est à 75 000 délits alors d'extorsion de fonds et de quoi? Je l'ai lu. Le rapport du quatrième trimestre 2023, tous se basent sur ça parce qu'il n'y a pas encore de data, d'informations données officiellement. Bien que oui, celui de septembre 2024, c'est celui au quatrième trimestre de 2023 qui ressort. Dans la région de Bruxelles-Capitale, on parle de 75 000 délits, notamment qui viennent en première place. Donc, vol et extorsion. Voilà. Donc, pour qu'on ait un indice voilà, au niveau de l'échelle de cela. Et puis, les jeunes, justement, pour pas qu'ils ne soient laissés à eux-mêmes ou qu'il y ait la drogue et tout ça, moi, je suis personnellement, à titre personnel, je dirais qu'on mette des militaires retraités qui s'occupent de la jeunesse dans les rues, qu'on fasse des activités pour les jeunes, qu'il y ait des militaires retraités partout, dans le sport, dans l'éducationnel, on encadre, on fait des activités ouvertes en plein air, dans les plaines de jeux ou ailleurs, pour pas laisser les jeunes sur le carreau. Il y a n'importe quel jeune qui commence à broncher, il y a plein de militaires partout en civil. C'est ça qu'il faut. Et ça va éduquer la jeunesse. Ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus euh, qui vont apprendre le respect à la jeunesse et qui vont donner des perspectives parce que c'est assez multidisciplinaire. Et on a beaucoup de policiers qui ne sont pas formés, qui sont des petits genoux, voilà, qui ne sont pas du tout formés et qui finalement sont issus de la société civile avec les réalités qu'ils ont vécues et qui reproduisent et qui n'ont pas suffisamment de pédagogie ou de background comme les anciens, là où il y avait quand même des policiers avec une certaine proximité avec la société. Maintenant, c'est devenu en fait des formes de règlement de compte, des fois entre des policiers jeunes et des jeunes. Oui. Moi, je suis pour des militaires retraités. Bien sûr, arrêtez de croire. C'est pas des militaires. Arrêtez de voir mal cette fonction. Je trouve que il faut des militaires. Il faut des militaires parce que les militaires, ils peuvent. Oui, ils sont bien formés. Je parle pas, je vous dis vraiment, et ils peuvent cadrer des jeunes récalcitrants, apprendre la fraternité entre la jeunesse, euh, les coacher, être des coachs sportifs, des éducateurs dans les rues, et en même temps permettre d'avoir une meilleure cartographie des lieux par rapport où c'est problématique au niveau de la drogue, au niveau de la délinquance, et faire le nécessaire au moment donné, là où il faut, quand il faut. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait que des jeunes policiers qui sortent de l'école de police. Des fois, il n'y a ni le gabarit, il n'y a ni l'intellect, il y a rien. Et donc, vous avez des anciens qui sont, oui, retraités et qui pourraient beaucoup aider, même des policiers retraités, qui pourraient aider des anciens militaires qui se reconvertissent et qui pourraient aider à plus de sécurité. Mais d'abord, la sécurité, ça serait déjà un cadre en termes sécuritaires. Et la première débat, c'est au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? Parce que à part leur proposer du rap et de l'humour, c'est pas du football. Qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose pas des ateliers de théâtre, des ateliers d'écriture, ou bien du sport ou la boxe, on va se taper sur la gueule pour bien se mettre des commotions cérébrales et apprendre que finalement, oui, la boxe c'est bien parce que c'est un canaliseur de violence, c'est un milieu qui est quand même assez violent quand même. Et en réalité, il faudrait peut-être apprendre plus à nos jeunes à boxer avec leur tête
qui a boxé avec leurs poings. Vous voyez, tout ça. Et, oui, faire en sorte aussi de donner aux jeunes et aux jeunes ados beaucoup plus voilà, des lieux ou des ASBL non marchands où on leur donne l'amour de la lecture, de la culture, mais pas la culture qu'on voit là aujourd'hui, moi. Franchement, c'est les classiques. Les classiques. Hein, la littérature française, il n'y a pas que ça, mais il y a plein de choses. Il y a plein de belles choses. À mieux apprendre à s'exprimer. L'art oratoire, l'éloquence, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Euh, il y a déjà suffisamment sur le. Ouais, elle est bien commotionnée celle-là. Ah ouais, y a pas de problème, l'ami. Peu importe. Voilà. Il y a des choses qu'on pourrait mettre en place dans ce sens-là. Et ça, c'est important. Des débouchés, où on s'occupe des jeunes, parce que les intelligences sont multiples. Il y a des gens qui sont moins scolaires, pas parce qu'ils sont moins scolaires, tout simplement parce que l'environnement n'est pas adapté, et on va les mettre dans des secteurs dits spécialisés, dans des enseignements spécialisés. Pour moi, c'est des voies de garage, c'est du gardiennage. Je vous le dis. Pourquoi? Je vais vous donner une expérience personnelle aussi. Mes enfants, ils ont été dans une école, des écoles catholiques, assez bien réputées. J'ai deux de mes enfants, donc j'en ai quatre. J'ai deux de mes enfants, ça a été, puis les deux de garçons. Bon, alors on a fait en sorte de me faire redoubler un de mes enfants à la maternelle. Pourquoi? Parce que c'est aussi, c'était un prématuré. On m'a dit, ouais, il a passé la maturité pour ceci, on me l'a fait redoubler à la maternelle. Écoutez bien. Je reverrai sa prof 2 ans plus tard par hasard, qui me dit, moi, j'ai quitté cette école, je me suis battue pour que ton fils, il puisse passer parce que c'était pas normal, ça n'allait pas avec la direction, et il y avait du racisme, il y avait des choses, d'accord? On m'a saboté deux de mes fils. Pourquoi? Parce que bon, ils étaient un peu agités, comme ça, voilà. Voilà. Alors, il y a des enfants qui s'ennuient à l'école, ou qui sont beaucoup plus avancés, ça va trop lentement pour eux, ou ils sont harcelés à l'école, ou il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément tous des surdoués, mais ils ont des intelligences différentes. Ils étaient réinscrits dans cette école-là, et on m'a dit, mais en fait, c'était pas adapté par rapport au monde qu'ils avaient, parce qu'ils avaient 25 élèves. Oui, TDA, voilà, TDAH, tout ça. Et donc c'est pas adapté, donc il faudrait des petites structures où là on arrive à mieux les canaliser. Moi j'ai jamais voulu mettre mes enfants sous amphétamine, la rélatine et compagnie. Il faut pouvoir les canaliser autrement. C'est la souffrance. En tant que parent, on souffre. C'est vrai. Mais je vais pas donner de l'amphétamine et